Le cercle RH et le débat de Smart Job chaque jour sur ce plateau. À quoi va ressembler le travail dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que vous serez des DRH augmentés? On met toujours le mot augmenté là depuis quelques mois, avec des outils tech, avec du métaverse. Est-ce que vous auriez un avatar pour faire des recrutements? Plus besoin d'humains? Toutes ces questions sont posées. On va parler évidemment des seniors, parce que certains sont un peu perdus et un peu dépassés. Puis il y a les jeunes qui arrivent, qui eux sont connectés, ont leur téléphone, ont leur banque en ligne et font du recrutement et se font recruter en ligne. Tout ça, évidemment, est assez compliqué. On va essayer d'y voir clair avec mes invités. Jérémy Lamery, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory et auteur de Métaverse et RH. C'est un livre qui va sortir dans quelques semaines. C'est ça? Oui. Chez octobre chez Duno. Chez Duno. Et je sais que vous viendrez nous en parler dans le livre de Smart Job. Merci d'être avec nous. Julien Malorand, vous êtes, professeur en système d'information, co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC. Vous avez une expertise et un regard sur ce sujet, on vous écoutera évidemment. Et puis avec nous, Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous étiez il y a une quinzaine de jours en visio avec nous dans un débat sur la génération Z. Vous êtes associée de professeur à l'IESEG, on dit bien? J'ai bien dit? Exact, IESEG. J'ai eu une peur folle de prononcer ce mot. IESEG School Management, conférencière et spécialiste de cette génération Z avec ce livre chez Duno, des Z consommateurs aux Z collaborateurs, sorti donc chez Duno et un prochain livre en préparation. Pour octobre 2023. Sur la thématique Manager la génération Z, avec beaucoup de témoignages de DRH, dirigeants. Je vais m'autoriser à vous poser à vous la première question, parce que professeur, vous êtes engagé sur cette question des métaverses, mais quand on vous pose la question de manière un peu académique ou journalistique, le futur du travail, vous le regardez comment et vous l'imaginez comment? Pluriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ne voient plus du tout le salariat comme une obligation ou comme une raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière très, très criant. Pluriel aussi dans le sens où ils se voient sur différentes technologies, ils ne se voient pas sur une seule et même technologie, ils sont en permanence dans une logique d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Et enfin, ils se voient passer d'une mission à l'autre de manière extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour plusieurs employeurs pendant la même journée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. J'allais y venir. Je pose la question, Élodie Gentina, ça coule de source, mais ce n'est pas la fin du travail au sens de la production d'activité tertiaire ou industrielle, mais c'est la fin du rapport à un patron, à un rapport, à un lien de subordination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est un peu ça vers ce où on va, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat, la création de son entreprise, plus de liberté? Exact. En fait, quand on parle de l'entreprise de demain, on parle d'entreprise apprenante, partageante, l'entreprise archipel. En fait, le manager, le chef devient un manager. Le travail n'est plus au centre de tout. On peut se poser la question si la notion de métier existera toujours demain. Est-ce qu'on parlera de mission? Est-ce que le CDI existera toujours? Ça, c'est des questions que vous vous posez aussi? Ah oui, complètement. En tant que professeur, en tant qu'experte aussi? Bien sûr. Parce que les jeunes viennent percuter ces modèles, ces vieux modèles issus de nos usines, pour le dire simplement. Quand on parle d'engagement ou de loyauté, aujourd'hui, c'est complètement différent. Ils ont un sens à l'engagement qui est différent puisqu'ils sont dans l'instantanéité. Donc, ils ont une relation future qui est différente. Donc, quand on parle de plan de carrière, ça ne leur parle plus forcément. Ils ne sont pas prêts à attendre 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour rester dans la même entreprise, pour gravir les échelons. Ça m'avait agacé la fois dernière quand vous aviez dit ça. Ce n'est pas de votre faute, mais tout maintenant, tout de suite, avec une forme de prétention et d'exigence, peut-être un petit peu comme ça surévaluée, non? Il n'y a pas un peu comme ça un peu d'exigence un peu exagérée chez ces jeunes, là? Où ils ont raison tout de suite, maintenant? On se croirait en 68. Oui, mais ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ils ne sont pas prêts forcément à faire tous les efforts. Parce que le travail aujourd'hui, ce n'est plus au centre de leur vie. C'est ça. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, exactement. Ce futur du travail, alors vous le portez à travers la question des métaverses, qui suscite d'ailleurs un débat, une controverse, enfin des inquiétudes. C'est quoi le futur du travail demain? Parce que j'évoquais les RH, ils sont en première ligne. C'est quoi? C'est du numérique partout? C'est une transformation digitale tous les 6 mois? C'est du métaverse? C'est quoi le monde du travail demain? Alors déjà, pour comprendre, quand on parle de futur du travail demain, c'est important de comprendre la place de la compétence demain. Puisque le travail, c'est des tâches productives rémunérées, et on ne peut pas être productif sans compétences. Et donc, en fait, à côté de mon activité d'entrepreneur, je suis également chercheur en psychologie sociale sur ce sujet, le lien entre compétences et performance. Et quand on pense
au futur du travail demain, on pense à l'économie des compétences avant tout. Et donc je reprends la notion de mission, voire d'activité. Donc plus de métier, mais vers des fiches de poste à compétences. Plus des activités, voilà. Ça. Des activités, et en fait, on réorganise les compétences pour que ça crée de la valeur à un moment donné. Donc le digital est en train de changer de beaucoup de choses dans les organisations, sur la manière dont on produit, mais sur la manière dont on travaille aussi. Et ça veut dire que demain, on parle des métavers, par exemple, on aura probablement des personnes immergées dans ces environnements virtuels, ce qui implique de revoir le droit social. J'allais venir. Ouais. Mais on aura plein d'autres modalités, et notamment on parle d'entreprises fluides, de liquid workforce, c'est-à-dire que les salariés vont et viennent, mais surtout les collaborateurs de l'entreprise demain sont peut-être plus dehors que dedans. Excusez-moi, je suis un ancien après tout, c'est un monde effrayant ou c'est le monde qui nous attend? Ou est-ce que c'est les deux d'ailleurs? C'est effrayant et ça nous attend. On peut voir le côté positif, c'est un monde en recherche de sens. C'est-à-dire aujourd'hui, on a connu cette épidémie qui a bouleversé beaucoup de choses. On a aussi en parallèle tout un tas de technologies qui arrivent à maturité. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes nos relations, on est presque tous d'accord pour dire qu'elles sont digitalement intermédiées. À chaque fois qu'on communique avec quelqu'un, il y a une technologie qui intermédie cette relation. Et ça, on n'y coupe pas. C'est vrai qu'on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc ça, aujourd'hui, ça donne énormément un champ des possibles nouveau par rapport à la pluralité, par rapport au fait qu'on peut travailler dans différents endroits du monde sans toujours avoir une obligation d'être dans les frontières de l'entreprise. Et donc ça, en fait, ils voient ça comme une opportunité de changement. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une évolution. La transformation digitale, elle est en cours, mais c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on a connu le salariat, on a connu le CDI. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme quelque chose qui est souhaitable. Même s'il reste un modèle encore il reste un modèle majoritaire. Hein. Bien sûr. Il faut le resituer quand même. Mais c'est grignoté. Élodie Gentina, sous l'angle sociologique, pas sous l'angle technologique, mais c'est ce monde-là qu'attendent les jeunes. Enfin, on n'arrive pas à savoir si c'est la technologie qui a imprégné le cerveau de cette génération Z et ceux qui vont arriver derrière, ou si c'est parce que cette génération pousse vers cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu l'œuf et la poule. Pour moi, quand on parle de jeunes, de toute façon, on dit c'est des digital natives. Ils sont nés avec le numérique, ils n'ont connu que ça. Donc ça fait partie intégrante de leur vie. Néanmoins, ils ont besoin de relations authentiques. Moi, je dis, voilà, le smartphone permet d'approfondir une relation, mais la vraie relation, elle se crée dans le réel, à l'école, par la famille, par ce qu'on appelle la socialisation. Et on voit bien, quand ils ont un entretien de recrutement, on les attire via le digital, etc. Mais ils ont besoin d'aller dans l'entreprise et de rencontrer non pas uniquement les RH, mais l'équipe. Oui, pour voir, oui, bien sûr. Le manager, les équipes, et ceux avec qui ils vont bosser. Réelle. Exactement. Parce que, vous me disiez, sans paraphraser, c'est qu'ils cherchent aussi des copains dans l'entreprise. Non, mais ça paraît un peu naïf de le dire comme ça, mais quand on rentrait dans une boîte, on allait faire 40 ans dans une entreprise, on n'allait pas chercher un copain, on allait chercher un salaire pour nourrir sa famille. Là, ces jeunes, ils vont chercher du réseau social, du lien social. Enfin, c'est un autre monde. Moi, je vous vois sourire. Ces jeunes je parle comme un vieux. Hein, non, mais c'est ça. En fait, on parle aussi de fidélité. Est-ce qu'ils sont toujours fidèles? On dit ils sont zappeurs, etc. Peut-être qu'on change le terme de fidélité. La fidélité a évolué. Ils sont peut-être moins fidèles à l'entreprise, mais ils sont plus fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent leurs copains. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing tribal. C'est plus la marque en au-dessus, c'est leur équipe. Le réseau. Le réseau. Le réseau, les expériences. Donc on en revient au bio-numérique. Absolument. Mais la relation humaine reste plus que jamais au centre. Quand on parle du digital, de transformation, des fois on a tendance à avoir une image déshumanisée de cette société. En fait, je pense que c'est tout sauf vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'humain et la relation, quelle qu'elle soit, de manière parfois complètement déhiérarchisée, est au centre de ces échanges. Un mot sur l'IA, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on a une relation, il y a une intermédiation numérique. L'intelligence artificielle, j'évoquais les métaverses, qui est l'aboutissement, mais il y a déjà l'IA, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données compilées, qui fait qu'à un moment donné, l'humain disparaît. C'est ça le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de métiers qui disent, si on veut, rien qu'avec la data, on n'a plus besoin de génération Z, on n'a plus besoin de seniors, on a juste besoin de nourrir la machine. Est-ce que j'exagère ou pas? Alors, dans un sens, non, mais c'est pas, disons que ce n'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Dans les tâches qu'on produit au quotidien, on a des tâches qu'on va appeler routinières et des tâches non routinières. Tâches routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière. Finalement, c'est assez facile de finir par les expliquer à une machine et de faire en sorte qu'une machine les fasse à notre place. Et mais ça, c'est confortable. On les fera mieux. Ouais. C'est ce qui se passe, c'est ce qui a commencé à se passer avec la révolution industrielle, où on ne parlait pas d'IA, on parlait de mécanisation. Mais depuis les années 70, c'est ce qui commence à arriver sur l'école blanc avec la digitalisation et sur tout un tas d'autres tâches routinières, notamment manuelles. De plus en plus, le sujet de l'IA, qu'on appelle de l'IA forte, c'est de commencer à gérer les tâches non routinières. C'est-à-dire, nous, quand on s'adapte pour faire quelque chose, la vraie intelligence. On a notre cerveau, la vraie intelligence, la capacité à s'adapter. La promesse de l'IA demain, c'est d'arriver à faire ça.
Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des algorithmes émerger capables de produire des contenus extrêmement réflexifs, que ce soit des textes ou des images. Dans les médias, les journaux entiers. L'algorithme GPT-3 ou l'algorithme DALL-E. Ouais. On regarde le Washington Post qui écrit, je crois, 10 à 20% de ses articles par une IA. Donc on voit aujourd'hui en fait que les algorithmes commencent à produire certaines tâches non routinières, mais à faible complexité. Bon, quand une IA commence à gagner un concours d'œuvres d'art, là on se dit il se passe quand même quelque chose. En revanche, derrière, il y a quand même des humains pour paramétrer tout ça. C'est vrai. Et tout le monde ne pourra pas devenir informaticien ou développeur. Ça ne détruit pas le travail, ça le déplace. C'est ce qui se passe à chaque fois dans chaque révolution. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse notre société est capable d'accompagner les gens vers ce déplacement de compétences. Ces jeunes et l'expertise que vous avez, on a quand même soulevé 2 sujets. Alors le métavers, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais vous entendre aussi, parce que quel est le rapport de ces jeunes générations Z au métavers, c'est-à-dire l'idée d'avoir un avatar et de vivre dans un monde virtuel. Ça, c'est un premier sujet. Puis le deuxième, c'est quand même le modèle éducatif et le modèle du travail. Le modèle éducatif est plus du tout adapté à ce qu'on nous décrit sur le plateau. Enfin, c'est-à-dire, on est encore dans des modèles classiques et on nous dit que c'est des sommes de compétences qui vont faire la qualité d'un collaborateur. Enfin, je veux dire, ça colle plus. C'est clair qu'on peut se poser la question aussi du rôle de l'école, de l'éducation nationale. Et quand on pose la question à ces jeunes, est-ce que tu crois encore en l'école ? 34% disent oui. Et en entreprise, ils disent, je vais plutôt apprendre de l'entreprise à 56%. C'est ça. Donc en fait, tout à l'heure, Jérémy le disait, on est dans une société fluide. On apprend au-delà des frontières de l'école. On doit vraiment se questionner sur quelle doit être notre méthode d'apprentissage, développer l'esprit critique, la connexion, la coopération, les apprendre aussi sur la digitalisation, la programmation dès le plus jeune âge, etc. 65% des élèves de CE2 ne savent pas encore quels métiers ils exerceront demain, puisque les métiers n'existent pas encore tous. C'est tous les métiers qu'on n'a pas encore inventés. La question du droit du travail, elle est clairement posée. Alors, il n'y a pas d'avocat sur ce plateau, mais on voit bien que le métaverse pose ces questions. Je fais une réunion métaverse d'un niveau incroyable, mais je suis en métaverse. Est-ce que je suis en train de travailler ? Est-ce que c'est mon avatar qui travaille ? Enfin, toutes ces questions-là sont posées. C'est ça le futur du travail aussi, c'est une forme de dérégulation, je dirais, des modèles du XXe siècle ? Dérégulation, je ne sais pas, mais en tout cas... C'est un mot politique, quand on dit déréguler. L'idée véritablement est là, c'est-à-dire qu'il faut réinventer un cadre du travail, il faut réinventer même peut-être un cadre constitutionnel qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on va gérer son avatar, comment est-ce qu'on va gérer les données issues de son avatar, parce que là, on est face à une nouvelle forme de données. On parle des données qui sont générées par les utilisateurs. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Aujourd'hui, le cadre, à la fois du travail, mais même régulationnel au sens large, n'est pas prêt pour ça. Mais on commence à voir des avocats qui se concentrent sur les NFT, sur tous ces sujets de... Il y a des enjeux de droit. Élodie Gentina et Julien. Si on parle aussi de ça, on peut parler aussi du contrat d'exclusivité. Est-ce qu'une entreprise doit encore imposer un contrat d'exclusivité, sachant que un quart des actifs exercent une deuxième activité rémunérée ? Oui. Et qu'on encourage d'ailleurs à ça. Exactement. Cette question d'exclusivité, elle tombe. Un jour, comme Welcome to the Jungle, le mercredi ou le vendredi, les collaborateurs ne travaillent pas, ils ont un jour off pour faire autre chose. Et Welcome to the Jungle est quand même beaucoup cité aujourd'hui dans notre émission, parce que l'avocate qui est venue juste avant nous parler de la semaine des 4 jours et évoquait le modèle Welcome to the Jungle. Le métaverse pour les RH, pour juste le rendre focus, parce qu'on voit qu'il y a un côté ludique, on a son avatar, on se balade, tout ça est sympathique. Pour les RH, utile ou pas ? Parce qu'il y a des RH qui nous disent, après tout, c'est peut-être plus simple de faire du recrutement sur métaverse. Ça casse les barrières, on est moins angoissé, c'est l'avatar qui parle. Vous y croyez ou pas, comme outil de recrutement ? Déjà, il faut qu'on soit clair sur la notion de métavers. Le vrai métavers. Le métavers aujourd'hui n'existe pas. Bon. C'est pas parce qu'on met des lunettes de réalité virtuelle qu'on est dans un métavers. Derrière la notion de métavers, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais il y a de nombreux principes autour de la décentralisation de certains actifs, autour du niveau d'immersivité, de fidélité visuelle. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. On peut, et puis en plus, quitte à promouvoir un concept de métavers, autant qu'il soit acceptable. Aujourd'hui, on va parler de plateforme de réalité virtuelle. D'accord. On peut parler de l'exemple de Carrefour qui a cherché à attirer des talents de la data dans un environnement virtuel sur Sandbox. On peut parler... Ça a marché d'ailleurs ? Alors, ça a marché, mais... Moi, je relativise, c'est-à-dire bravo à Carrefour d'avoir entrepris ça. Ils sont innovants. Il y avait quand même le PDG Bompard qui était là devant les 30 étudiants. Donc, c'est-à-dire hors métavers, est-ce qu'ils n'auraient pas eu le même résultat ? Là, actuellement, ils ont 7 candidats en processus de recrutement sur les 30 qu'ils ont rencontrés en mai. Et sur une filière métavers ? Donc, non, data. Data. C'est-à-dire que le métavers l'environnement virtuel était un prétexte pour attirer les étudiants et leur dire c'est un peu innovant.
C'est un peu innovant. Mais cet environnement virtuel, quand on le regarde, était similaire à ce que Second Life faisait en 2004. D'accord, donc finalement pas si innovant que ça. En fait, l'environnement virtuel n'était pas du tout innovant. Ce qui était innovant, c'est de dire un PDG se déplace dedans, parce qu'à l'époque de Second Life, c'était plus des forums virtuels, des choses comme ça. Là, c'était quelque chose de très VIP. Vous qui avez un regard à la fois d'expert et de chef d'entreprise, est-ce que c'est utile pour le RH d'avoir ces outils métaverses? Parce qu'ils sont très sollicités, les RH, quand même, en ce moment, par tous les outils numériques. Il n'y a pas une journée, ils n'ont pas un appel pour le bon logiciel, la plateforme SaaS, le fait d'avoir des outils aussi pour traquer les salariés, pour voir s'ils ne vont pas partir. Enfin, c'est quand même un vrai sujet, ça, quand même, qui vient contredire, d'ailleurs, tout le débat qu'on a sur la liberté et les entreprises fluides, parce qu'il y a quand même des boîtes qui traquent les salariés. Bien sûr. Après, on a quand même en France et en Europe des protections. Quelques règles. Voilà, certaines protections qui nous évitent des grosses dérives. Il y a encore des améliorations à faire et des cadres éthiques à poser. Mais si on revient sur le sujet du métavers, de la réalité virtuelle, on a 3 grands usages auxquels on peut penser. La marque employeur, c'est-à-dire faire de la pub là où sont les gens. Pour l'instant, ils n'y sont pas. C'est pour ça que je dis que le luxe, un peu relativiser. Oui, mais c'est parce qu'ils prennent le sujet en avance de phase, mais les gens ne sont pas encore dedans. Les gens, au niveau mondial, on doit avoir 2 millions d'utilisateurs quotidiens des environnements virtuels qui existent, Sandbox, Decentraland principalement. Donc ça reste encore très très faible. Juste Julien, vous en pensez quoi de ce métaverse? Avec le regard de l'expert que vous avez, c'est un outil RH? Ça peut devenir un outil RH? Ça peut le devenir, aujourd'hui ça ne l'est pas. Aujourd'hui on a un appel d'air médiatique extraordinaire lors de ces derniers mois, principalement avec l'annonce de Meta. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, d'outils, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'on imagine communément autour de ces technologies. Donc il va falloir créer cela. Ce que rappelle Gartner dans son Hype Cycle, qui montre les tendances technologiques, Gartner dit que le métavers c'est pour dans 10 ans au moins. D'accord, on a un petit peu... Mais votre génération Z, sur la tech, vous nous avez dit qu'ils étaient digital natifs, c'est vrai. Moi, j'ai eu des études sur ce plateau où ils nous disaient les jeunes se débrouillent pas mal pour aller voir TikTok et les plateformes et ainsi de suite, ça ils le font très bien. Mais dès qu'il faut un tout petit peu creuser un peu plus en fond la gestion informatique, en fait, ils n'ont pas vraiment de compétences. Non, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ils savent surfer sur leur iPhone, quoi. Ils savent chercher de l'information de manière très rapide. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont ce fonctionnement-là dans leur cerveau et dans leur manière de réfléchir, c'est de l'instantanéité. Ils sont très créatifs, ils aiment bien créer des vidéos, c'est pourquoi TikTok fonctionne très bien. Et ils ont besoin d'être tout le temps connectés, donc ils vont utiliser le smartphone pour être avec leurs copains, etc. Mais par contre, prendre du recul sur l'information, c'est le software, c'est ça. Ça, c'est plus difficile. Développer l'esprit critique, c'est plus compliqué. Je vois réagir. Un dernier mot, parce que attention, être bon sur TikTok et sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on est un bon informaticien. Non. En tant qu'école, on est en train de se former à ces nouveaux métiers. On est vraiment en train de plus en plus, on voit des gens qui sont même intéressés par la data. Nous, on a des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, Data Science and Business Analytics, où véritablement, là, les gens veulent être à la fois des managers et aussi des ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel il y a un véritable appel d'air en termes d'intérêt sur ces formations. Mais c'est en train de se mettre en place et ça se met à l'échelle du bachelor, de master et autres. Mais on ne va pas former des populations extrêmement larges. Il va falloir étendre ses compétences, faire des soft skills, pas simplement les compétences d'ingénieur. Merci à vous, merci Élodie d'être venue sur notre plateau avec ce livre qui va sortir en 2023 et puis ce livre chez Duno qu'on peut se procurer sur cette génération Z du collaborateur. Du Z consommateur au Z collaborateur. C'est une approche, je comprends les jeunes dans la société et comprendre leurs caractéristiques dans la société permettra justement de prédire qui ils sont et comment ils seront dans le rapport au travail et dans l'entreprise. À suivre, parce que c'est un sujet important. On parle beaucoup aussi de cette génération Z sur le plateau. Jérémy Lamery, merci, CEO de Tomorrow Theory et auteur de Métaverse et RH. Il est disponible dans quelques semaines chez Duno et vous viendrez nous en parler. Puis Julien Malorand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur en système d'information, co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC. J'accélère un peu parce que nous sommes en retard. Merci à vous trois et on va continuer à creuser ce sujet régulièrement pour essayer de savoir comment les choses évoluent. On termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de l'immobilier. C'est plus classique. Vous allez voir, c'est assez innovant. On en parle avec justement la créatrice de Whitebird.